c'est secret et impunité. L'impunité va avec le secret. Tout ce que je vous développe ici, c'est une perspective de bien public. Les biens publics, ce n'est pas seulement des biens pour tout le monde, c'est des biens qui se débattent en public. Et par conséquent, une justice même imparfaite, elle se débat en public. Et quand vous êtes en public, vous gagnez déjà beaucoup de choses, parce que quelque part, vous pouvez combattre l'impunité. Et pourquoi j'écris Noir Chirac? Parce que Noir Chirac est au cœur d'un certain nombre de mécanismes secrets qui lui valent toute son impunité. Et donc, l'enjeu principal, avant d'obtenir des choses, c'est de se battre contre tous les systèmes d'oligarchie qui veulent faire fonctionner l'économie et la politique dans le secret, sans parler du militaire. Alors je voudrais vous dire que je suis entièrement d'accord avec tout ce que vous avez dit. Tout ce que vous dites, c'est exactement le même constat que nous faisons. Je constate, je crois que vous êtes un peu plus de 200 aujourd'hui. Il y a 3 ou 4 ans, il y aurait eu 15 personnes. Si vous voulez, nous devons vaincre en France quelque chose de terrible. Les Français n'ont pas plus envie de savoir les crimes qui ont été commis par la France en Afrique, des crimes abominables depuis 100 ans, que les Autrichiens de savoir qu'il y avait proportionnellement plus de nazis en Autriche qu'en Allemagne. C'est-à-dire que, quelque part, il y a une protection extraordinaire de l'ensemble des médias, de la classe politique, mais aussi des citoyens contre les mauvaises nouvelles. Je suis en train de vous apprendre des mauvaises nouvelles. Et dans un premier temps, ça fait mal d'apprendre des mauvaises nouvelles. Après ça, on a envie de se battre. Mais personne n'a envie de franchir cette étape. Donc, nous avons dû lutter pendant 10 ans contre une résistance sourde de tout un tas de gens qui voulaient dire tout ça, ça n'existe pas. Nous avons été capables d'imposer le concept France-Afrique. Aussitôt, quelques journalistes bien payés ont été envoyés dans les journaux pour dire la France-Afrique, c'est fini depuis 5 ans ou 10 ans. De même que Chirac vous dit en 1995, les financements politiques, c'est fini depuis 1990. En 2000, il vous dit c'est fini depuis 1995. Et en 2005, il vous dira c'est fini depuis 2000. Bon, eh bien, on vous dit la France-Afrique, c'est fini, alors que ça dure plus que jamais. Mais ce que je remarque, c'est quand même qu'il y a de plus en plus de gens qui ont envie de savoir et qui commencent à sentir, comme vous le disiez très bien, que ce n'est pas seulement le malheur des Africains qui est en train de se faire, c'est notre propre malheur. Comment pensons-nous que par rapport à un continent qui va bientôt compter 1 milliard d'habitants, nous pourrons avoir des relations pacifiques si nous continuons de vendre à l'Afrique ce que nous avons de pire en termes de voyoucratie? Bon, je crois que c'est de l'ordre de l'évidence. Mais je vais les nommer, je vais vous le dire, puisque j'en mets un chapitre complet dans Noir Chirac, il y a toute une partie qui traite de ça nommément avec tous les gens. Bon. Donc si vous voulez, je n'ai pas peur de donner les noms. La Grande Loge nationale française, qui est la franc-maçonnerie la plus à droite, essentiellement, mais beaucoup plus. Aujourd'hui, tous les chefs d'État africains, france-africains, appartiennent à la GLNF. Tous. Tous les dictateurs. Certains furent sensibles au Grand Orient, oui, avec Christian Lutfi, tout à fait. Mais ils sont tous passés à la GLNF. Et de même que les principaux responsables des services secrets, de même que les généraux qui commandent les anciennes troupes coloniales, de même que le lobby, une grande partie des gens qui dirigent le lobby pétrolier, et les 3 chefs d'État qui m'ont fait un procès, Omar Bongo, Sassou Nguesso, Idriss Déby, Arkady Guédamak, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui me fait un procès qui est un haut dignitaire de la GLNF, tout l'état-major de TF1, une grande partie de la presse régionale, etc., etc., font partie de ces réseaux d'initiés dont j'explique dans Noir Chirac qu'ils ont été constitués dans le cadre de la guerre froide. C'est-à-dire que quand il a fallu mettre en place des moyens de combattre le risque soviétique, il y a eu un service secret dans le service secret de la CIA qui s'est créé et qui a décidé de créer une sorte de chevalerie. Et cette chevalerie, ils l'ont recrutée à la fois dans certaines obédiences maçonniques très à droite, mais également dans les Rose-Croix, également dans les sectes de Templiers, la scientologie,
etc. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie sectaire initiée, mais qui n'est pas seulement la GNF, c'est aussi la mafia. La guerre froide s'est faite avec la mafia, que ce soit la mafia italienne ou la mafia corse. Et la mafia corse, on lui a attribué des fiefs en Afrique. Et il est en train de vouloir revenir en Corse. Il y a une difficulté importante, et là je tiens à être tout à fait précis, c'est que dans l'histoire de France, dans l'histoire de la démocratie, dans l'histoire de la République, la franc-maçonnerie a joué un rôle positif très important. Beaucoup des institutions républicaines, y compris de la construction du bien public, s'est fait à cause, j'allais dire, de la partie positive de l'humanisme franc-maçon. Or, ce que j'explique dans Noir Chirac, c'est que, en fait, comme il y a une partie secrète et initiatique, c'est une tentation extraordinaire pour les services secrets de tenter de dévoyer cette partie-là pour faire le secret du secret. Et c'est comme ça que dans l'histoire de la franc-maçonnerie, très souvent, il y a eu des responsables des services secrets qui sont devenus grands maîtres. Il y a eu Barouin, il y a eu récemment Guglielmi, etc., etc. Et comme vous l'expliquez, l'ancien patron de la DGSE, M. Marion, a dénoncé un système... Excusez-moi, monsieur. Vous avez tout à fait raison. Tous ces enjeux sont profondément liés. Et nous avons créé, il y a 1 an et demi, une association qui s'appelle Bien Public à l'échelle mondiale, qui a fait un travail pluridisciplinaire tout à fait remarquable pour montrer comment, ce que je vous expliquais au début, dans notre mémoire de l'humanité, on sait qu'on est capable de conquérir du bien public par un espèce de moteur à 3 temps. C'est-à-dire qu'on démarre par un bien désirable, c'est-à-dire qu'un bout d'humanité considère qu'il y a quelque chose qu'on doit absolument avoir ou qui est insupportable. Par exemple, l'absence de soins pour les malades du sida ou, à un moment donné, le besoin de pouvoir donner l'éducation aux enfants, etc. Il y a un bien désirable. Et à ce moment-là, il y a un mouvement désirant qui se constitue pour le réclamer. Ce mouvement désirant, il est constitué à la fois des gens qui n'ont pas ce bien, et puis d'un certain nombre de gens qui disent oui, ce serait bien qu'il y ait ce bien. Et ces gens-là, ils constituent une alliance au début tout à fait imparfaite. C'est les petits mouvements dont je vous ai parlé tout à l'heure qui ont secoué le lobby pharmaceutique. Ces gens-là, ils disent il faut trouver un débiteur du bien public. Qui c'est qui va nous donner ce bien public? Alors, dans un premier temps, dans notre histoire, mais c'est encore vrai aujourd'hui, tous les débiteurs, ils disent c'est pas moi, c'est l'autre. J'ai pas les moyens. Vous demandez à la Banque mondiale, c'est pas moi. Le FMI dit c'est pas moi. L'ONU dit c'est pas moi, etc., etc. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On repart pour un tour. Le bien devient de plus en plus désirable parce qu'il n'est toujours pas là et les gens le veulent. Le mouvement désirant, il commence à trouver des astuces, des failles juridiques, politiques, etc., etc. Et puis, il commence à tailler des croupières aux débiteurs qui n'en veulent pas. Ça repart 3-4 tours comme ça. Et puis finalement, à un moment donné, le mouvement désirant, il coince un débiteur. Le débiteur, il peut toujours pas, mais le mouvement, il est tel qu'on va lui en donner les moyens. Quand, au bout d'un long processus, on a dit il faut la santé, il faut la sécurité sociale elle n'avait pas les moyens, mais comme on lui a dit c'est vous la sécurité sociale qui allez le faire, on lui a donné les moyens. Donc tous ceux qui prétendent qu'on ne peut pas conquérir les biens publics parce qu'il n'y a pas de débiteur qui ait les moyens se trompent, parce qu'en fait, le débiteur a les moyens le jour où le mouvement désirant est devenu assez fort pour les lui donner. Et donc, c'est exactement ce type de travail que nous sommes en train de faire, et nous sommes en train d'ouvrir 5 chantiers sur les questions du climat, les questions de la santé, justement, les questions de la justice pénale internationale, les questions du droit maritime, la circulation des mers, et les questions de l'accès au crédit et de la monnaie, parce que la monnaie est un bien public quand on voit la manière dont aujourd'hui elle est mise entre des circuits criminels. Et par conséquent, ce qui nous apparaît maintenant, c'est qu'en fait tous ces combats, comme vous le disiez tout à l'heure, ils ont la même cible.
Que ce soit les problèmes de farine animale, que ce soit les problèmes du lobby pétrolier qui refuse de lutter contre l'effet de serre, que ce soit les problèmes de destruction des forêts, c'est toujours la criminalité financière et la dérégulation qui est derrière. Et par conséquent, on peut tout à fait mener des combats communs. L'ethnisme, c'est d'abord la manipulation de l'ethnisme. Un tas de gens qui développent des discours ethnismes, y compris au Rwanda ou ailleurs, n'y croient pas. Mais c'est simplement que c'est une arme politique redoutable pour conserver le pouvoir. Et cette arme politique, elle a été très souvent utilisée par le colonisateur. L'IOT enseignait à tous ses disciples comment dresser les ethnies les unes contre les autres. Donc l'ethnisme, c'est d'abord une manipulation, très souvent. C'est une manipulation pour obtenir le pouvoir. Mais d'autre part, le découpage des frontières a été aussi une manipulation ethnique. C'est-à-dire le fait que ces frontières soient mal taillées, c'était également pour rendre ces pays ingouvernables. Mais en même temps, si vous vous souvenez de tous les leaders indépendantistes du début, ils étaient tous panafricains. Et aujourd'hui encore, les plus éminents esprits qui se battent contre ces problèmes avec lesquels on peut rencontrer, discuter, ils sont tous persuadés qu'il n'y a pas d'avenir en dehors du panafricanisme, ou tout au moins d'un débordement considérable des petits pays qui ont été créés pour être invivables par le colonisateur. Si vous regardez le début de l'histoire, les Olympio, les Kwame Nkrumah, les Umniobe, etc., tous ces gens-là, ils étaient panafricanistes, et c'est Focard qui s'est battu avec Oufouette pour diviser ces pays en tout petits morceaux. Donc, aujourd'hui, quand vous voyez que dans un élan de sagesse inattendu, l'ensemble des pays d'Afrique de l'Ouest, anglophones et francophones, ont décidé de créer une monnaie commune, Focard doit se retourner dans sa tombe. Bon, je pense que ça, ce sont des choses qui vont tout à fait dans le sens de la reconquête de l'accès de l'Afrique à l'économie monde. Ça suppose de dépasser les micro-États. Mais justement, si vous voulez, c'est tout l'enjeu, et je voudrais finir par ça, c'est que aujourd'hui, le néocolonialisme a pris au moment de l'indépendance des gens qui étaient ici, fonctionnant en clan ou en famille, pour les mettre ici et pour fonctionner exactement de la même manière, en court-circuitant complètement l'émergence des contre-pouvoirs. Et chaque fois qu'il y en a qui sont apparus, on les a plus ou moins éliminés. Ce n'est pas un hasard si dans ces États rentiers, gouvernés par des clans, chaque fois qu'il y a des gens qui veulent créer de la richesse économique ou des activités, l'administration fait échouer la création d'activités parce qu'un développement productif suscite des contre-pouvoirs des classes de travailleurs et d'entrepreneurs qui ne dépendent pas de l'État. Donc aujourd'hui, la bataille centrale pour développer, je dirais, les indépendances africaines, c'est la bataille qui consiste à développer à tous les niveaux les mécanismes de solidarité et de construction économique, sociale et politique à cet étage-là. C'est cet étage-là, l'étage des valeurs. Si vous voulez, pour moi, aujourd'hui, le travail essentiel en Afrique, c'est un travail politique, historique, anthropologique, etc. C'est que les Africains discutent, débattent, ils essaient de dire quelles sont nos propres valeurs, qu'est-ce qui va nous permettre de reconstruire, qu'est-ce que nous avons en nous qui nous permet de refuser la corruption, qui nous permet de bâtir des règles du jeu où nous nous reconnaissons qu'ils ne nous sont pas imposées. Et personnellement, je pense que si les Africains font cela, ils vont apporter énormément au monde. On dit toujours il n'y a pas de contre-pouvoir en Afrique, il y a des chefs, etc. Mais quand vous regardez les chefs, la tradition africaine, il y a une sophistication des contre-pouvoirs, de capacité d'empêcher le chef de délirer, tout à fait extraordinaire. Pour moi, il y a autant de réserves d'inventivité politique dans les traditions africaines qu'il n'y a de réserve pour les médicaments du futur au XXIe siècle dans les forêts africaines. Je crois tout à fait que l'Afrique va être capable d'inventer des formes de démocratie, des formes de contre-pouvoir, de légitimité, de solidarité et d'échange qui vont nous apporter beaucoup. Mais pour qu'elle y arrive, la première condition, c'est qu'elle ait confiance en elle-même. Ça, c'est un ballon, ça ne fonctionne qu'en la confiance. Si les Africains n'ont pas confiance en eux-mêmes, ils ne seront pas capables de déployer tout ce qu'ils ont et qui vont leur permettre de construire ces étages dont ils ont montré dans le passé qu'ils étaient parfaitement capables de les construire. Alors, moi, excusez-moi.
je voudrais simplement, pour terminer aussi, féliciter une maison marseillaise, Agone, qui s'est lancée dans la publication très courageuse des dossiers noirs, car il faut un certain culot pour publier cette littérature. Excusez-moi, je voudrais juste donner le titre de